Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la finale de la grande arène de la semaine 3. Donc aujourd'hui, enfin hier du coup, j'affrontais Webster. Alors c'est un match déjà enregistré, je tiens à le préciser. Donc 452 000 bannières à vie, donc on était sur du 1109 batailles offensives remportées pour 207 tactiques de défense. Donc quelqu'un qui est quand même globalement plus fort en attaque qu'en défense, hein. En termes de meilleur rang de championnat atteint, il n'a jamais atteint le Kyber dans ce qui est l'ancienne division 1. En termes de personnages, très rapidement, il avait une légende galactique, à savoir JML. Ensuite, on va retrouver quand même quelques classiques. Donc, on va retrouver son JKL, forcément, puisque JKL est un prérequis de JML. Donc, pour les plus néophytes, JML, c'est le grand maître Luke, et JKL, c'est le chevalier Jedi Luke. Donc ensuite on va retrouver Revan, on va retrouver Dark Revan, on va retrouver CLS, avec Choupi aux reliques, accessoirement. On constate aussi qu'il a quand même 3 reliques 8, à savoir son Kenobi, donc pour le négociateur, son Yoda, alors pas pour un vaisseau, mais probablement parce qu'il avait envie de renforcer sa Revan, je ne sais pas. Et évidemment sa légende galactique. Donc voilà. Ensuite, donc là je vais regarder les vitesses, mais il me semble pas que la personne en face ait vraiment des persos excessivement rapides. Il me semble que son Revan est assez rapide pour un Revan, justement, voilà, 304. Mais quand on regarde d'autres personnages plus importants, on voit par exemple que son Dark Revan n'est même pas présent en termes dans les 3 premières lignes. Donc voilà, 256 de vitesse sur Yoda alors qu'il est sur la première ligne des personnages les plus rapides. On constate quand même que c'est pas excessivement rapide. Néanmoins, on constatera quand même une attaque spéciale vraiment très intéressante. On est proche des 11 000. 11 000. Donc c'est vraiment très très fort. Par contre, ouais, quand on regarde les modules en termes de vitesse, on n'est pas sur quelque chose de sensationnel. Voilà, on a des plus 11. Là, on n'a même pas de vitesse sur le triangle, par exemple. Bon, là, on a un petit 14, c'est pas trop mal. Là, on a 12 de speed, donc vous voyez que c'est pas des modules de dingue. Mais voilà, le Yoda est très très puissant en termes de dégâts. Mais voilà, en termes de modules, mon adversaire n'était pas très impressionnant. J'ai déjà vu bien pire. Bon, voilà, on peut constater qu'en termes de reliques, il en a quand même beaucoup, beaucoup. Mais voilà. En termes de vaisseau, il a que le négociateur, mais son négociateur est quand même relique 8. Ce qui veut dire que je n'ai absolument aucun avantage sur mon adversaire en termes de vitesse. Ça peut être problématique, parce que les miroirs de négociateur avec speed égal, c'est quand même quelque chose d'assez RNG. C'est très aléatoire, donc on fait attention à ça quand même. Donc pour ce qui est de la défense, mon adversaire avait déjà joué. Donc voilà, il a one-shot mes 3 teams sur le devant. C'est exactement la même défense qu'au match d'avant, hein, j'ai rien changé du tout. Donc là, tout a été one-shot également, hein, rien de particulier. À l'étage, il n'a pas touché ma Hux, par contre, il a two-shot la Talzin lead, le reste a été one-shot. Donc voilà, et donc forcément, les vaisseaux n'ont pas été touchés. C'est la même chose que d'habitude, à savoir le Malveillant et la Team Empire. En termes de défense, mon adversaire a posé donc. Alors je vais remettre une petite seconde en arrière. Voilà. Ça devrait. Voilà. Donc il a posé une boss lead avec Dengar et Embo. Donc voilà. Il a posé Nutgunray, Wattembor et B2. Aucun gear vraiment exceptionnel. Donc c'est une bonne team, mais pas forcément très bien gear. Ensuite, on va retrouver une RJT avec R2D2 et C3PO, tous reliques. Donc c'est des prérequis de légende galactique, donc c'est pas surprenant de les voir à 3 ensemble en défense. Et ensuite on affronte des Ewoks avec quand même l'ancien Ewok relique. Donc ça c'est pas trop mal non plus. Mais là où ça va devenir intéressant forcément, ça va être le bas. Donc on retrouve ici, en fait on va retrouver tous les prérequis de JKL et de JML. Donc à savoir Wedge, Biggs et Leia Organa lead. On va retrouver une Lando lead et on va retrouver une Mod Modma avec Chupio et le capitaine Han Solo. Donc ça c'est tous des prérequis pour JKL et JML. Et donc ouais, sous Lando on a quand même une Nest et Sabine. Sabine qui est G11 avec Zeta, donc
Donc voilà. Bon, après, Sabine, à mes yeux, reste une des phénix les plus puissantes, on va dire, après Ezra. Donc c'est pas trop mal. Donc voilà. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant avec ce territoire, c'est que c'est des défenses pardon, que je n'ai pas l'habitude d'affronter. Donc c'est ouais, voilà, c'est quand même pas trop mal. D'ailleurs, je me souviens même plus ce que j'ai utilisé, donc on va voir ça tout de suite. Hop. Donc là, j'ai décidé d'utiliser visiblement l'Empire contre probablement la Mot Mothma. On va vérifier ça, mais j'en suis quasi sûr. Ouais. Pourquoi Vador, etc. Bah, en fait, c'est vraiment le Chupio en fait, qui est Relique 5. Chupio, vraiment, il faut impérativement réduire sa vitesse et lui mettre des entraves de capacité pour éviter qu'il utilise ses spéciales qui sont assez dévastatrices. Il y en a une qui met la cécité et la deuxième spéciale, c'est une AoE qui fait extrêmement mal. Donc on fait attention. Mais là, vous allez voir que je vais pas focus Chupio en premier, malgré que ce soit le main damage healer et que ce soit le mec le plus fort. Je vais surtout focus le Captain Han Solo. Parce que certes, c'est pas un personnage qui est très utilisé dans la méta, parce qu'il y a mieux forcément. Mais il est quand même assez intéressant, surtout quand il est relique pour JKL. Tout simplement parce qu'il a la capacité de revive en fait. Donc s'il peut ressusciter un allié, eh bien c'est pas trop mal. Il faut savoir également que Mod Modma a aussi cette capacité comment dire, de ressusciter, mais c'est seulement quand les alliés sont des combattants rebelles. Je sais pas si c'est le cas du Capitaine Han Solo ou de Chupio, mais quand même. Et aussi, chose importante, c'est que Mot Mothma donne des bonus de vitesse, du bonus de vitesse à ses alliés, plus 30 de speed, il me semble. Donc ça aussi, il faut faire attention quand vous faites vos calculs de speed. Donc voilà. Et donc là, on va partir sur une Leia Organa lead avec le duo Biggs Wedge qui est très fort. Donc là, j'ai décidé d'utiliser chaque Cyclone visiblement, et c'est pas un mauvais choix. Donc ici, il va falloir faire attention. Il va falloir impérativement tomber soit Wedge, soit Leia Organa en premier pour réduire, on va dire, l'efficacité de l'assist de Biggs. Donc on fait attention, hein. Moi, j'ai décidé de partir sur l'officier Leia Organa qui a une AoE qui fait quand même énormément de dégâts. Vous pouvez voir, mon arc avait perdu quand même pas mal de santé. Et ben là, en fait, vous voyez que c'est déjà pas trop mal dans le sens où j'ai déjà tombé Leia et avec pas mal de contre-attaques, on fait pareil sur Wedge. Hop, et là il ne reste plus qu'à tomber Biggs, donc c'est pas trop mal. Par contre, avec toutes les assistances là, tous les contre-attaques sur Biggs qui gagnent énormément de jauge de thème, ça a fait une petite boucle de jauge de thème pour Biggs. Du coup, ça faisait un personnage qui récupère de la jauge de tour, qui va attaquer un ennemi qui contre-attaque, qui va redonner par conséquent de la jauge de tour, qui va réattaquer. Enfin bref, un bordel sans nom. Donc c'était pas très efficient, 49 bannières seulement, mais ça passe. Donc voilà, surtout si mon adversaire ne full clear pas la Hux et les vaisseaux, 49 bannières c'est pas très grave. Tant que je full clear évidemment. Donc là j'ai décidé d'utiliser ma Bastia Ahsoka, donc c'est vraiment pour garder mes meilleurs teams pour le back. Et surtout parce que le Lando Calrissian fait très mal, hein. Il est relique 6, ses AoE ont la particularité de d'augmenter en dégâts au fur et à mesure que Lando les utilise. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de le focus assez rapidement. Et du coup, une fois qu'il est tombé, après l'avoir bien focus, il reste plus qu'à tomber les persos sur le côté. Et franchement, ça passe. Enfys Nest, en réalité, G11 n'est pas excessivement forte en défense. Ce qui fait que voilà, elle n'était pas très dangereuse. Et dans le back, mine de rien, eh bien, il avait quand même des teams assez fortes. Plus fortes que sur le devant, par exemple. On retrouve quand même une Padmé avec un JK-R8. On retrouve aussi le Anakin, etc. Donc vraiment une compo classique pour une Padmé et surtout en défense. Donc moi j'utilise le counter que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc une Revan Lead avec Yoda et Jolly. Pour ce faire, comme d'habitude, on focus Anakin. De toute façon, ce counter, hein, je le fais quasiment tout le temps. Vous en avez vraiment l'habitude. En même temps, c'est un counter qui marche bien, donc forcément, on a envie de l'utiliser. Donc pour l'instant, moi, je suis vraiment à un win rate d'au moins 95%.
Et en 3vs3, en vrai, c'est du 100% parce que voilà, il n'y a pas trop de place pour mettre des choses qui vont contraindre votre adversaire euh, à devoir réfléchir. En 3vs3, voilà. Alors que par exemple, en 5vs5, vous pouvez rajouter un R2D2 qui va sortir un écran de fumée, par exemple, pour faire en sorte que Kenobi soit le seul à découvert, par exemple. On va retrouver aussi les Barry Sophie qui peuvent, dans une certaine mesure, ralentir votre adversaire suffisamment pour un timeout, par exemple. Donc vraiment, il y a vraiment qu'en 5vs5 où ce counter est quand même assez compliqué, bah, plus compliqué en tout cas. Ou aussi on peut retrouver une compo avec Shakti, une compo que j'utilise beaucoup en 5vs5 d'ailleurs, la compo avec Shakti. Parce que Shakti va pouvoir donner la raillerie à Kenobi, lui donner l'immunité au crit, cacher votre Anakin et surtout soigner. En plus voilà, des différentes contre-attaques, etc. Avec les soins, les railleries, etc. Vraiment, Shakti va vraiment permettre encore plus de rajouter de la tankiness, on va dire, à votre team. Donc voilà. Donc la stratégie, en tout cas en 3vs3, puisqu'ici il n'y a rien de particulier à dire ou à faire, c'est toujours la même chose, hein. On part sur un focus d'Anakin. Une fois qu'il tombe, on temporise jusqu'à ce que vous récupériez la marque. Et une fois que vous récupérez la marque, vous la lancez sur Padmé. Et ensuite, vous faites en sorte de ne jamais lancer d'assistance, c'est très important, hein. Parce qu'à chaque fois que vous lancez une assistance, vos ennemis récupèrent voilà, 20% de la protection max sous forme de protection bonus, on va dire, en termes de buff. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc on fait attention à ne pas faire d'assist. Et on fait surtout attention à ne pas voler la rétribution à Kenobi et de la distribuer aux alliés, avec Yoda entre autres, pour éviter bah, justement la rétribution qui va venir soigner votre adversaire en fait, enfin lui donner de la protection. Donc on fait attention voilà, à ne pas voler les buffs, à les distribuer pour éviter les contre-attaques qui sont considérées comme des tours bonus et qui vont du coup, bah, comme je le disais, générer de la protection bonus à votre adversaire pour le faire tanker un peu plus longtemps. Et c'est souvent comme ça qu'un débutant qui commence le counter Evan sur Padmé va time out parce qu'il va toujours spam les mass assists, etc. Et ça, c'est pas une bonne idée. Néanmoins, on est sur 53 bannières, j'avais pas ma bannière de protection sur Evan, mais c'est pas très grave, ça reste quand même pas trop mal, hein. On perd qu'une bannière sur ce match, quand on voit la puissance de la team, c'est pas trop mal. Donc voilà. Donc là, on va passer sur la RJT avec R2D2 et C3PO, que je vais affronter avec ma Drevan Lead. Donc j'ai l'avantage de la speed, ça étonne personne, je pense. Sauf que je vais pas mettre Malak, mais je vais plutôt mettre HK. Étant donné que j'ai un gros avantage en termes de composition, je vais pas non plus overkill la team adversaire. Et c'est surtout pour garder le Malak pour faire un sauvetage par exemple. Et vous voyez, hein, c'est pas du tout overkill. Ben, c'est pas aussi overkill que ça l'aurait pu l'être avec Malak. Vous avez vu, je suis passé sur la team assez facilement. Notamment grâce à la peur, notamment aussi parce que RJT c'est vraiment la seule menace en termes de dégâts, etc. Mais, euh, mais globalement, une fois que vous l'avez bien légumisé, franchement ça marche assez bien et du coup ça vous permet de garder votre Malak, hein. Donc voilà. Et d'ailleurs mon Malak je vais m'en servir pour un solotage, je sais plus de quel team, mais ça c'est une certitude, je vais m'en servir comme pour sauter. Et je crois que c'est sur la Shakti clone qu'on a vu là, voilà, avec la Shakti R7. Je crois que c'est ça que je vais faire. En tout cas, là, on part sur une gas lead avec les deux clones que j'ai pas utilisés sous Shakti, donc ça doit être XC5, que j'utilise sous la Bastillide pour deux raisons à cela. La première, c'est que Bastillide, c'est la meilleure team qui reste sur le territoire. On a une Bastille R7, on a Ezra R7 et on a le Yoda R5. Donc très tanky, très puissant en termes de dégâts, donc ça on fait attention. La deuxième raison à cela, c'est que, je pense que quasi tout le monde qui regarde cette vidéo a Bastilla. Et vous savez qu'elle donne énormément de bonus à ses alliés grâce à sa première spéciale, ce qui est plutôt intéressant, hein, disons-le. Et c'est sur ça que vraiment le counter gas va être très efficace. C'est qu'en fait la capacité de chef de gas va faire qu'à chaque fois que votre ennemi va gagner un bonus quelconque, votre team va gagner 2% d'attaque cumulative. C'est-à-dire que s'il y a 5 bonus, ça vous fait plus 10% d'attaque, etc. Jusqu'à ce que Gas atteigne des sommets de dégâts vraiment astronomiques. Et justement,
avec Bastila qui donne beaucoup de bonus à elle-même et à Ezra, vraiment les dégâts de gaz vont vraiment drastiquement augmenter assez rapidement, ce qui permet entre autres de passer le bonus de défense assez faramineux que peut proposer par exemple le lead de Bastila, hein, par exemple. Mais en fait, le truc c'est que j'avais pas anticipé, et ça c'est plutôt cocasse, c'est que déjà mes adversaires ne font pas mal, mais surtout je vais tuer mes adversaires avant même que, que Bastila n'ait le temps de donner des boosts à quelqu'un. Donc ça c'est plutôt marrant d'utiliser un counter et qui fonctionne pas de la façon que vous espérez, mais qui fonctionne quand même. Donc voilà, on profite, voilà, ça fait rien, on en finit et hop. Elle a pas eu le temps de lancer ses bonus, mais bon, dans tous les cas, voilà, utiliser Gas ici c'était une bonne idée dans le sens où c'était la meilleure team adversaire, donc voilà, on va pas non plus se priver d'utiliser Gas alors qu'il nous sert plus à rien, donc voilà. Donc là, comme prévu, là, chaque cyclone va se faire démonter par mon Malak. Donc ici, vraiment les clones en face ils sont pas très bien gear, donc mon Malak va assez rapidement pouvoir outrepasser le heal de Shakti et battre les clones puisqu'ils sont pas très bien gear comme je disais. Ce qui fait que voilà, hein, on va pas avoir trop de difficultés. Hop, bon là le Rex survit avec 1 HP, mais on va pouvoir passer voilà, le heal de Shakti grâce à la capacité très simplement. Les Drain Force, qu'ici, les infusions obscures, je confonds toujours le nom avec autre chose, vont permettre vraiment de se heal et de faire mal à Shakti. Hop, bon voilà, hein, on la tue, et là il ne nous reste plus que le soldat arc que je vais one shot. Donc voilà, hein, le Malak était plutôt bien indiqué pour ce fight, donc c'est parfait. Hop, donc là voilà, il me reste plus qu'à tomber des teams moins fortes, moins bien gear. Donc c'est parfait. Donc là honnêtement j'ai un doute de ce que je vais faire, donc je vais attendre que la vidéo défile pour pouvoir vous dire très clairement ce qui va se passer. Donc là oui voilà, je vais utiliser CLS avec Chupio et C3PO. Donc c'est un très bon moyen de split en deux votre team CLS. Bon, dans certains combats évidemment je préfère utiliser CLS lead avec Anne et Chewie. Mais dans certains combats où je peux me permettre de split la team en deux, je le fais tout simplement. Ici vraiment la cécité va être assez cool. De Choupi en tout cas, je peux mettre, je peux réduire pas mal de jauge de TM aussi, donc ça c'est plutôt une bonne chose aussi. Là voilà, j'ai pu esquiver la grenade de Dengar avec la cécité de Chupio encore une fois, donc c'est parfait. Là je peux lancer l'AoE, vu que Mbo est mort, ça a permis de booster l'AoE de Chupio, donc encore une fois c'est parfait. Hop. Et là il me reste plus qu'à tomber le tank, après avoir tombé le damage dealer, et là il me reste plus qu'à tomber Dengar, hein. Hop. La question c'est est-ce que je vais pouvoir réussir à empêcher une grenade, des grenades de passer? Et la réponse est oui. Hop, voilà. Donc le Dengar est tombé, hein. Donc la force vraiment de ce Chupio, que j'aime beaucoup, c'est que en fait il va récupérer 40% des statistiques du leader si ce dernier est rebelle. Et là où c'est fort, c'est que en fait le Chupio, même s'il est G8, s'il récupère 40% des statistiques d'un leader euh, Relic 7 par exemple, 40% d'un personnage Relic 7, honnêtement c'est extrêmement fort, ce qui fait que cette absorption on va dire de stats va faire de votre Chupio un personnage qui vaut techniquement 2 ou 3 guerres de plus. Donc honnêtement c'est déjà assez fort sur un Chupio G11, mais imaginez sur un Chupio R5 par exemple, où là ça devient absolument absurde, hein, 40% des personnages R7 en sachant que le mec est déjà R5, voilà quoi. Et du coup, il vous faut un deuxième leader pour remplacer le CLS que vous venez d'utiliser. Moi, j'aime bien Akbar. Bon, pour l'instant, j'ai pas les prérequis de JKL, donc j'utilise Akbar. En fait, Akbar, il est très fort, c'est dans le sens où il va donner plus 30 de speed à vos alliés rebelles. Donc ça leur permet de jouer plus vite, hein, je vous apprends rien. Et la seconde particularité, c'est qu'à chaque fois qu'un de vos personnages va utiliser une spéciale, en fait, les alliés, ou un allié en tout cas, va être invoqué. Ce qui va permettre de faire beaucoup plus de dégâts plus rapidement. Donc c'est pas trop mal d'avoir un Akbar lead. Ouais, c'est un très bon lead, même si malheureusement le personnage en lui-même, son kit, en termes de spécial et de basique, honnêtement, n'est pas très intéressant. Et de son utilité dans la méta, donc c'est dommage, mais bon.
Après, il y a forcément mieux, c'est aussi pour ça que beaucoup de personnages ne sont pas utilisés, c'est qu'il y a toujours mieux, donc voilà. Pour counter les Ewoks, j'ai décidé d'utiliser ma crew lead avec l'exécuteur et Wattembor, pour la simple et bonne raison que je peux empêcher l'ancien Ewok déjà de jouer, mais surtout de ressusciter ses alliés, grâce à la technique de Wattembor qui donne la capacité que j'ai sur l'exécuteur. Ce qui fait que voilà, mon adversaire déjà ne peut pas jouer, mais surtout ne peut pas revive ses alliés. Donc voilà, je l'ai utilisé ici, et puis voilà quoi, ça marche plutôt bien, donc on en profite. Et du coup là, pour counter la dernière team sur le territoire, à savoir une Phoenix, eh ben, il me reste quand même pas mal de teams. J'ai mes Géonosiens, j'ai mon Trium, j'ai des chasseurs de primes. Mais moi je vais décider d'utiliser les Géonosiens en escouade réduite. Pour la simple bonne raison que même en escouade réduite, ben, les personnages sont quand même 3 puisque l'alpha va invoquer la brute. Donc vous êtes quand même en 3 vs 3. Et surtout la capacité de régène est assez intéressante des personnages. Donc ça me permet d'avoir 55 bannières au lieu de 54 en full escouade avec une autre team. Donc c'est vraiment la seule et unique raison pour laquelle j'ai invoqué, j'ai plutôt utilisé les Géonosiens, plutôt par exemple des chasseurs de primes qui m'auraient par exemple rapporté 54 bannières. Et le Trium m'aurait rapporté 53 voire 52 si j'avais pas eu de chance. Donc voilà, ça fait quand même quelques bannières en plus, ça se prend, hein. Surtout si votre Kyber se joue à une bannière, voilà quoi, c'est toujours intéressant. Bon, après, les Phoenix ne pouvaient pas faire grand chose contre des Géonosiens dans la méta. Les Géonosiens défoncent sans aucun respect les Phoenix, euh, du moins à guerre équivalent en tout cas. Et donc là, en termes de flotte, deux bonnes nouvelles, enfin non, une mauvaise nouvelle, mais quand même une bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'il a ses deux meilleures flottes en défense. Donc honnêtement, pour counter mes flottes, c'est très bien. En vrai, il y a une deuxième bonne nouvelle, c'est que son négociateur est en défense. Du coup, pour contrer mon malveillant, c'est pas forcément aisé. La mauvaise nouvelle, c'est que en fait, le négociateur est reliquite, il est maxé. C'est-à-dire que le, le négociateur qui va commencer en premier, en fait, ça va se jouer à pile ou face. Donc voilà. Bon, par contre, j'ai quand même une bonne nouvelle dans l'histoire, enfin, j'ai quand même quelque chose de bien dans l'histoire, c'est que j'ai le Finalizer maintenant, puisque, comme vous le savez, je suis en train de farmer les éclats du SLKR. Et en fait, le Finalizer étant. C'est pas une flotte excessivement cool en défense, en fait, elle est carrément nulle en défense. Cependant, en attaque, elle a quand même la particularité de counter déjà la flotte en moine, mais aussi cette flotte empire. Bon, vous allez voir, c'est pas forcément des bannières de dingue. Il me semble que sur ce match, j'ai dû faire 59 bannières. Mais en termes de counter, ça marche plutôt bien déjà parce que voilà, entrée de jeu, vos vaisseaux sont tellement rapides en fait que ça vous permet rapidement comment dire, de sniper un vaisseau en fait. Et du coup, ça vous donne un avantage. Vous commencez techniquement en 3 vs 2. Et c'est là où en fait c'est intéressant du coup, puisque vous avez l'avantage dès le début. Et ça, c'est plutôt cool. Malheureusement, le Finalizer n'a pas un kit de fou. Vraiment, ces trois seules bonnes capacités, c'est l'appeler les renforts déjà. Très intéressant, forcément. Sa capacité ultime que j'ai commencé dès le début, puisqu'elle peut empêcher un adversaire de gagner la jauge de tour. Et ensuite, c'est la basique qui est très bien, puisqu'elle invoque un allié. Et votre main damage dealer ici, ça va être le TU Silencer de Kylo. Donc pouvoir invoquer votre main damage dealer, c'est quand même plutôt intéressant. Mais les deux spéciales sont vraiment pas terribles, quoi. Ça fait pas de dégâts, ça ajoute pas de bonus à vos vaisseaux. Donc franchement, c'est assez déplorable, mais en vrai, la basique est quand même pas mal, puisque du coup, ça permet d'invoquer votre TU Silencer qui, en fin de combat, commence à rentrer des claques assez phénoménales. Donc voilà. 59 bannières, pour la simple et bonne raison déjà, c'est que j'ai pas la dernière case, puisque mon vaisseau amiral n'est pas 7 étoiles. Donc j'ai pas le bonus d'escouade réduite en plus, qui m'aurait rapporté 3 bannières, donc 62. Et ensuite, étant donné que j'ai pas de tank, tous mes vaisseaux peuvent prendre quelques coups, ce qui fait perdre les bannières de protection. Et, euh, et voilà quoi, j'ai aucune capacité qui me permet de régène. Bon après j'aurais pu mettre Plo Koon, mais Plo Koon voilà on le met sous négociateur et rarement ailleurs, donc voilà. Il faudrait en fait un Plo Koon version Finalizer quoi, mais bon. Bon là c'est très aléatoire hein, encore une fois, mais heureusement pour moi j'ai la capacité de commencer en premier avec, avec mon négociateur. Donc ça c'est vraiment cool. Hop, on prend la Rari avec le dent de molosse.
Et là, le but vraiment, ça va être d'essayer d'éclater le vaisseau amiral, pas le vaisseau amiral, mais le vaisseau, soit le Dent de Moloss, soit le, comment il s'appelle? Le vaisseau d'Anakin. Là, j'ai une fenêtre de tir pour tomber le Dent de Moloss, donc je le fais. Hop, voilà. Donc là, ils ont plus de tank. Donc là, tant qu'ils invoquent pas le BTL ou ah, comment il s'appelle? Le sergent clone, il y a plus de tank en face, et donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, on remet la raillerie quand même sur le Dent de Moloss, on remet la loyauté infinie, qui va pas tarder à expirer sur Anakin. Et donc là, pour l'instant, le but, comme d'habitude, c'est d'essayer de choper une fenêtre de tir sur Anakin. Ce qui est pas forcément évident, hein, je dois bien l'admettre, en fonction de votre RNG. Donc là, je sais plus, ouais, j'invoque le BTL, il me semble, parce que mon Dent de Moloss, c'est vraiment à 2 doigts de mourir. Donc voilà. Mais là, honnêtement, il invoque pas de tank. Et ça, c'est quand même quelque chose qui va drôlement nous aider. Dans le sens où je vais quand même pouvoir tomber le vaisseau d'Anakin. Et je l'ai probablement déjà dit, mais quand vous tombez le vaisseau d'Anakin, globalement, si votre vaisseau d'Anakin ne meurt pas instantanément derrière, ça va vraiment vous aider à plier le match, hein. Donc là, voilà, mon Anakin est invisible, il a encore pas mal de santé. Donc là, je peux, pendant que Anakin est encore en vie, permettre vraiment de débroussailler, on va dire, ce qui reste de la flotte adversaire. Et là, voilà, même s'il invoque le BTL ou je ne sais quelle flotte, ça devrait, ça va le faire, hein. Donc voilà, hop, une basique, on achève Ahsoka et on gagne. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, vous voyez, les bannières sont désastreuses, j'ai fait 55 bannières. C'est vraiment exécrable pour des vaisseaux, mais en vrai, le négociateur en face, c'était quand même R8. Donc j'ai quand même déjà eu de la chance de commencer premier avec les Yoi. Alors j'ai conscience que les Yoi n'est pas décisive, hein, bien au contraire, mais globalement ça vous permet d'avoir une sorte de temps d'avance sur votre adversaire, de mettre une pression sur l'adversaire, enfin sur la flotte adversaire, et parfois ça peut vraiment vous aider. Par exemple, ne serait-ce que mettre la confusion, ça empêche les contre-attaques, ça empêche Anakin de prendre les 50 000 tours bonus qu'il peut avoir. Donc globalement, c'est très intéressant d'avoir cette confusion qui arrive, les verrouillages aussi pour pouvoir lâcher des belles AOE avec le vaisseau de Five. Donc honnêtement, voilà, on est sur... c'est plutôt intéressant d'avoir l'avantage en termes de speed. En tout cas, là, ce que vous voyez, c'est le score final. Mon adversaire n'est jamais revenu attaquer la team Hux. Moi, au départ, je pensais que c'était un bait. En mode, regarde, je ne peux plus attaquer, c'est à ton tour. Et qu'une fois que j'ai terminé d'attaquer, il serait revenu jouer. Mais visiblement, ça n'a pas été le cas. Bon, après, il a quand même perdu un match versus les Sœurs de la Nuit. Donc globalement, ça aurait pu me mettre la puce à l'oreille, mais moi vraiment je pensais clairement que malgré ça, il serait revenu attaquer la Hux et attaquer les vaisseaux. Mais bon, bon après quoi qu'il arrive, qu'on soit bien d'accord, clean mes vaisseaux, ça aurait été compliqué pour lui. Parce qu'en attaque, il lui restait sa flotte rebelle, je crois, et ses géonosiens. Ça doit être ça l'idée. Euh, et ça aurait été quand même très compliqué de counter mes flottes. Donc quoi qu'il arrive, je suis gagnant dans l'histoire, donc voilà. Donc voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.